Alors moi je me présente, donc je m'appelle Laurent Grangeau, je suis actuellement Solutions Architect chez Google. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est @Laurent Grangeau. Si vous voulez me suivre sur d'autres médias, réseaux sociaux, c'est le même blaze. Mon rôle c'est de faire des solutions qui fonctionnent sur GCP et sur du cloud. Comme par exemple en ce moment je m'amuse personnellement à faire du déploiement de mastodontes sur du GKE avec justement du GitOps et on pourra vous en parler. Et je laisse Ludo s'introduire. Et moi donc, je suis Ludovic Piot, je suis freelance, je fais surtout du DevOps depuis fort longtemps, du cloud, et puis c'est pareil, mon handle, c'est à peu près le même partout. Il faudrait quand même qu'on mette à jour avec nos handles mastodon maintenant. Oui. Alors, pour suivre, donc, c'est un talk qu'on a donné quand même un certain nombre de fois. On fait tout en démo, donc vous allez tout voir à l'écran. Pour suivre, en fait, vous allez sur cet orga GitHub et vous allez trouver les différents dépôts qui sont intéressants. Le point d'entrée, en fait, c'est le dépôt qui s'appelle Workshop. Sur le README du Workshop, vous avez un bouton Gitpod qui vous permet de monter un IDE avec tout le code qui descend correctement. Jusqu'à une époque récente, il y avait même un petit cluster cube qui marchait dedans, mais maintenant, il ne marche plus. Et vous pouvez suivre le présent slide deck donc, sur cette adresse gitops.training, c'est tout simple, pour suivre en live. Et vous avez les instructions du workshop qui sont dans un fichier MD directement dans le dépôt workshop. Voilà. C'est good pour tout le monde. Donc en fait, vous pouvez suivre en direct. Vous pouvez éventuellement, si vous avez un petit cluster cube ou si vous montez à l'arrache vite fait un petit cluster cube dans un coin, vous pourrez suivre. L'essentiel, en fait, c'est de l'explication de texte du YAML, comme dans beaucoup de technologies Kubernetes natives, on va dire. Donc la démo, ça va pas mal faire le job aussi. D'expérience, en fait, les gens qui suivent la démo en gardant les bras croisés, ça leur va bien quand même. Alors, de quoi qu'on parle? On va déjà vous présenter le scénario. Donc, le scénario est le suivant. On va avoir deux équipes de dev. Une équipe de dev qui va s'appeler Dev 1 et une équipe de dev qui va s'appeler Dev 2. Incroyable au niveau des noms. Chaque équipe conçoit des applications Pokémon. Il y a une application, un Pokémon par application. Et donc, en fait, l'enjeu en fait, de ce talk, c'est de vous montrer un petit peu comment on peut avoir des relations entre les devs et les ops à travers donc, du GitOps pour faire des déploiements applicatifs sur du Kubernetes. Et ça à travers différents scénarios, enfin différentes stratégies en fait, de collaboration. Une collaboration où les ops ont plus la main, une collaboration où les devs ont plus la main, une collaboration où c'est équilibré, etc., etc. Voilà grosso modo à quoi ressemble une application. Il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est une application statique. Je vais vous faire voir le code dans 2 secondes. Ça affiche un Pokémon avec ses caractéristiques, son nom, etc. Évidemment, l'équipe Dev 2 a aussi ses Pokémon. Donc Carapuce pour l'équipe Dev 2. Et évidemment, une équipe de dev, ça upgrade son application. Donc, Carapuce peut upgrader d'une certaine façon. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. Donc, vous trouvez le code de ces applications dans ces différents dépôts. Donc, pour l'équipe Dev 1, le dépôt, c'est Dev 1 aspicote-app. Voilà, donc je vous fais grosse maille l'explication de texte. Vous avez donc une application qui est un pauvre index.html, d'accord, et c'est servi par un Nginx dans un dépôt Docker, enfin dans une image Docker qui est buildée à travers le Dockerfile. Vous voyez qu'il y a différents trucs complémentaires dans le dépôt YAML, on va regarder ça plus tard. Dev 2, pareil. La seule différence, c'est que évidemment dans le index.html, il y a des informations différentes. Vous voyez qu'il y a une petite différence entre les deux dépôts. Il y a des fichiers en plus dans le dev 1, des fichiers en moins dans le dev 2. On verra pourquoi tout à l'heure. Le code de l'application, vite fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. On récupère une image chez Pokémon, on file des informations sous le Pokémon, et puis vogue la galère. Le fichier Dockerfile, simplissime, on s'en fout, c'est juste de la démo. L'intérêt n'est pas là. Évidemment, donc, il y a des upgrades d'applications. Donc, Carapuce en V2 va se transformer en Carabaf et en V3 va se transformer en Tortank. Pour ceux qui connaissent les Pokémon. Moi, personnellement, je ne connaissais pas parce que je suis trop vieux pour ça. Si on avait fait une démo avec du Goldorak, j'aurais pu savoir. Gold de quoi? Voilà. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, une fois qu'on a des applications qui sont sévèrement buildées
enfin développer et builder, il faut les déployer. Donc pour les déployer, évidemment, on va utiliser un cluster Kubernetes. Et là, pour le coup, alors vous allez voir au niveau de la démo, et si vous la jouez, on va arriver assez tard au moment du déploiement, parce qu'en fait, là, on vous met directement dans une situation, on va dire, enterprise-like, c'est-à-dire on va vous mettre dans une situation où on a différents clusters Kubernetes, un de staging, un de prod, d'accord, et donc en fait, dans lequel chaque équipe travaille dans son propre namespace, de façon à isoler les marges de manœuvre de chaque équipe de dev, de façon à ce qu'elles ne viennent pas écraser l'application du petit copain d'à côté. OK ? Jusqu'à présent, alors si vous avez des questions, vous nous dites, hein, on est entre nous. Alors comment on déploie? Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, on va avoir donc on va avoir des namespaces dédiés dans les différents clusters Kubernetes de façon à isoler les marges de manœuvre des différentes équipes de dev. La première équipe, dev 1, va déployer de façon très classique, c'est-à-dire en fait on va avoir un deployment.yaml qui décrit les ressources Kubernetes nécessaires et suffisantes pour déployer l'image Docker. Donc je vous le donne en mille, hein, il va y avoir un deployment qui va déployer un pod, un service devant, voilà. Donc le deployment.yaml que vous aviez dans le dépôt Git, vite fait on le lit, hein, donc en fait voilà on a un deployment. Vous voyez qu'on va le déployer dans un namespace qui s'appelle dev1ns, qui donc en fait est dédié à dev1. Et puis dedans, qu'est-ce qu'on déploie? On déploie donc en un réplica, on déploie une application qui est basée sur une image qui est buildée depuis le Dockerfile qu'on a vu tout à l'heure. C'est exposé sur le port 80 et derrière, évidemment, on a un service, d'accord, qui tourne dans le même namespace et qui, évidemment, expose l'application qui nous intéresse sur le port, je vous le donne en 1080. Jusque-là, il n'y a pas grand-chose de bien folichon. Pour l'instant, tout le monde suit? Vous êtes à l'aise avec Kubernetes, tout le monde? Ok. Vous aussi, mademoiselle, c'est bon? D'accord. Ok, et donc ça, là, je vous ai parlé chinois? D'accord, donc vite fait, en fait, alors, vite fait, parce qu'on peut prendre quand même le temps de vous raccrocher au wagon, parce que c'est pas comme si on était 50. Donc, il y a différentes ressources dans Kubernetes qui permettent de décrire finalement la workload qu'on va faire tourner dans Kubernetes. La notion de namespace, c'est une notion d'isolation logique. En gros, en fait, c'est un espace de travail qu'on peut plus ou moins isoler logiquement. À la base, il n'y a pas d'isolation stricto sensu. C'est juste une étiquette, on va dire, un espèce de label dans lequel on vient poser des ressources. Donc, les ressources vont être dédiées dans ce namespace, créées dans ce namespace. Et on a différents types de ressources. Donc, la ressource deployment, c'est une espèce de méta-ressource qui va décrire les pods, c'est-à-dire les équivalents des Docker containers, pour dire les choses un peu rapidement. Et la partie service, c'est une ressource qui décrit la façon dont est exposé sur le réseau, au sein du réseau mesh du cluster Kubernetes, le deployment en question, c'est-à-dire la population de pods qui répond à cette caractéristique. D'accord, parce qu'évidemment, on peut avoir plusieurs réplicas, donc en fait plusieurs conteneurs Docker qui servent la même application. On est dans une architecture horizontalement distribuée. Donc voilà, c'est plus clair comme ça. Donc on a un deployment qui décrit donc qu'on va faire tourner un conteneur Docker, qui se pose donc dans cette enveloppe logique qu'on appelle un namespace. En réplica 1, donc on va avoir un pod, un conteneur Docker qui va se monter, grosso modo. Et puis, donc, qui s'expose sur le port 80, et derrière, en fait, on redécrit le service, donc ça, c'est l'exposition du pod, et ensuite, on décrit l'exposition en termes de service, le service réseau qui va exposer ça à travers le cluster, sous forme, donc toujours dans le namespace, il expose donc là le conteneur, enfin, l'app dev1 Aspicot, qui est basé donc sur ces différents pods. Il expose à travers un port 80 et donc c'est un type load balancer. Donc en fait, en gros, on va avoir un petit composant au sein de Kubernetes qui va permettre cette exposition. C'est des notions qui sont relativement proches de Docker Compose, si tu connais Docker Compose. Okay. Voilà. Donc ensuite, évidemment, si on est dans un monde, on va dire, BABA Kubernetes, pour déployer ça, on utilise la ligne de commande Kubernetes, kubectl. Et puis on lui file, on lui donne à créer les ressources qui sont décrites dans le fichier deployment.yaml qu'on vient de regarder. Et là, brum, le cluster Kubernetes, évidemment, il réconcilie tout ça à travers sa boucle de convergence, de réconciliation, et il nous montre les ressources.
Alors, le truc qui pose problème dans cette situation, c'est que d'une part, c'est rarement enterprise ready cette affaire. Et pourquoi c'est pas enterprise ready? Parce que d'une part, ça nécessite de créer un accès réseau directement vers le cluster. Alors sur un cluster de staging, ça pose pas trop de problèmes éventuellement. Sur un cluster de prod, ou exposer le cluster de prod à tous les laptops des développeurs, c'est déjà plus touchy. Et puis ça nécessite aussi d'avoir un compte d'accès au cluster. Et là, pour le coup, bon, souvent les équipes de prod, elles sont quand même un petit peu réticentes à gérer des populations de 50 ou 100 développeurs qui viennent comme ça se brancher sur le cluster. En plus, évidemment, si on est dans un monde un peu plus enterprise ready, on ne fait pas les manips à la main depuis son laptop, en fait, on met ça à travers des chaînes de CI/CD ou ce genre de trucs. Et donc, ça nécessite de porter des secrets. Enfin bref, il y a toute cette tuyauterie, finalement, à mettre en pénible. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ouais, et puis, évidemment, là-dedans, on n'a pas non plus forcément de traçabilité. Alors, on va avoir une traçabilité des ressources qui sont créées dans Kubernetes au sein de Kubernetes, évidemment, mais on ne va pas forcément avoir de traces de qui le fait, à partir de quelle description, pourquoi, comment ont évolué les fichiers de description. Typiquement, si on fait évoluer le fichier de description deployment.yaml, qui les fait évoluer, pourquoi, quelle était sa version antérieure, etc. Tous ces éléments-là, en fait, on les perd de vue. On peut éventuellement recoller les morceaux en allant chercher les logs du cluster Kubernetes, mais c'est quand même à travers des intermédiaires, enfin disons que c'est pas trivial, quoi. Donc tout ça fait que, en fait, ça c'est une situation évidemment qu'on fait en démo b.a.-ba, c'est évidemment super simple, mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça qu'on fait, bien entendu. Alors, il y a différentes façons de faire, évidemment, hein. On peut monter de la CI/CD et puis piloter ça à travers des automates, que ce soit des automates kubectl ou des automates qui font des appels à des outils comme Helm, par exemple. Alors, Helm, c'est l'équivalent du Docker Compose pour Kubernetes. C'est-à-dire, en fait, au lieu de te monter un type d'application, en fait, il va te monter toute la stack verticale, c'est-à-dire, en gros, si tu veux monter une architecture entière, tu vois, avec une application frontale qui appelle une application back-end, qui appelle une base de données, et puis un cache, etc., tu vois, on va décrire tout ça à travers une collection de fichiers YAML, et en fait, cette collection de fichiers YAML, on peut la packager avec un outil qui s'appelle Helm. Pour ceux qui font du Kubernetes, vous trouvez que j'ai bien vulgarisé le truc? Ça va? Ok. J'ai l'assentiment de mes pairs. Donc ensuite, c'est là que GitOps intervient. Alors, là, on va vous présenter un outil GitOps, mais GitOps, en fait, c'est une stratégie. Là, on vous le présente à travers un outil qu'on a choisi, parce que c'est un outil qui est assez KISS, assez linuxien. Salut. Et donc, en fait, il est relativement pédagogique, en fait, même si, évidemment, il présente une certaine complexité, en particulier pour les gens qui ne connaissent pas Kubernetes à la base. Mais globalement, c'est un outil qui présente, en fait, tous les intérêts, tous les avantages de ce type d'outil GitOps, sans embarquer tout un tas de features qui seraient un petit peu bloated. Alors, Flux, c'est un outil qui permet de faire du GitOps donc sur Kubernetes. Et grosso modo, sa stratégie, c'est qu'il va scruter une source d'information, une source de vérité, dans laquelle on va décrire les ressources, et ensuite, lui, à travers des agents, il va permettre d'envoyer, d'injecter les descriptions de ces ressources au sein de Kubernetes, et derrière, Kubernetes va travailler à travers sa boucle de réconciliation pour faire converger l'état du cluster et déployer ses ressources dans l'état décrit par ces différentes sources d'information. Alors, à quoi ressemble Flux? Flux, c'est d'abord une CLI, et la CLI, elle a en fait deux grandes fonctions. Elle a une fonction qui est de créer les fichiers YAML, donc en fait c'est d'abord du boilerplating, et puis, donc, parce qu'on va manipuler pas mal de fichiers YAML qui seront propres à Flux, et puis ça permet de... Alors, comme c'est marqué, hein, non seulement ça crée des fichiers pour ce qu'on veut déployer à travers Flux, y compris déployer Flux lui-même. Donc en fait, on utilise la ligne de commande Flux pour déployer Flux d'un point de vue serveur Kubernetes. Ça permet, la deuxième fonctionnalité, qui est un petit peu à la marge, enfin qui sert pour le bootstrap, c'est d'aller interagir avec le dépôt Git qui va servir de source de vérité donc, pour la configuration. Et puis le troisième sujet, et c'est le sujet le plus important, finalement, enfin c'est le sujet le plus fréquent qu'on va avoir à manipuler avec Flux,
c'est pour aller interagir avec le cluster, et en particulier pour aller voir l'état du cluster, l'état de description au sein du cluster des sources d'informations qu'on a filées à travers Flux, et puis aller voir les logs, évidemment, quand ça se passe mal. C'était quoi le CRD? C'est CRUD aussi. Alors, les CRD, c'est les Custom Resource Definition, c'est-à-dire, en fait, c'est les objets, enfin, c'est les ressources Kubernetes qui permettent de maintenir des états dans etcd. Alors, il est où etcd? On ne le voit pas ici. Mais dans un cluster, toi tu connais Kubernetes, donc je ne t'explique pas ce que c'est que etcd. D'accord. Donc en fait, quand vous faites Docker Compose, par exemple, vous avez remarqué qu'il y a un truc qui est ultra chiant, c'est que en fait, si vous n'êtes pas à côté du fichier YAML du Docker Compose, bah, globalement, en fait, votre démon Docker, il ne sait pas où vous en êtes. D'accord? Vous savez faire un Docker PS et vous voyez les différents conteneurs qui tournent, qui éventuellement font partie de la stack Docker Compose. Mais si vous n'avez plus votre fichier dockercompose.yaml, vous pouvez faire un Docker Compose PS, il ne va rien retrouver le truc. D'accord? Parce qu'en fait, le démon Docker ne contient pas de machine à état qui conserve l'état de ce qu'on voulait déployer, de la constitution, de l'articulation des différents conteneurs les uns par rapport aux autres, etc. D'accord? Dans Kubernetes, cette machine à état, elle existe, elle est maintenue. Alors, c'est une architecture pluggable, mais en standard, elle est maintenue dans un outil qui s'appelle etcd, qui est une base de données clé-valeur. D'accord? Et dans cette base de données clé-valeur que le cluster Kubernetes utilise pour ses propres usages, il y a une extension qui a été faite avec le temps, qui consiste à l'utilisateur de pouvoir définir un certain nombre d'états de stockage au sein de cette base de données, de façon à alimenter le cluster avec des choses qui nous intéressent. Donc, par exemple, Flux, qui est un outil qui vient manipuler du Kubernetes, il va injecter de l'information dans Kubernetes à destination du cluster Kubernetes et donc de l'orchestrateur Kubernetes, mais il va aussi stocker des informations pour lui-même. C'est-à-dire pour savoir, alors attends, ma source de vérité, elle est où? Je la collecte où? Comment je vais la watcher? À quelle fréquence je vais la watcher, etc. Et tous ces éléments d'information, en fait, il les stocke dans le moteur de persistance de Kubernetes qui est etcd. Et pour le stocker, en fait, il utilise un objet, une ressource Kubernetes qui s'appelle une Custom Resource Definition, qui est en fait une espèce de schéma de base de données spécifique à ton outil, là en l'occurrence. Donc tu vas avoir des CRD spécifiques Flux. C'est clair? Ouais. Et c'est clair pour toi aussi? T'as tout compris? Putain, vulgariser etcd, enfin, la boucle de réconciliation en 2 minutes et demie. Voilà à quoi ressemble Flux. Donc globalement, alors évidemment, c'est architecture microservice, hein, on est dans le monde Kubernetes. Donc Flux, en fait, encore une fois, la philosophie de Flux, c'est d'être quelque chose d'assez KISS et d'assez Kubernetes native. Donc en fait, Flux va s'appuyer énormément sur les fonctionnalités internes de Kubernetes et fournir juste le minimum nécessaire pour assurer les features dont il est responsable. Donc globalement, on a des contrôleurs. Il y a un premier contrôleur qui vient scruter les différentes sources de données qui vont lui servir de source de vérité. Donc fondamentalement, en fait, on a 2 grands types de sources. On a des sources de type Git. Donc on va aller chercher du GitHub, du GitLab, du Bitbucket, du Git, enfin un dépôt Git local, etc. Excusez-moi pour le son. Et puis on va avoir un deuxième type de sources qui sont des dépôts Helm. Alors les dépôts Helm, si vous faites Linux, ça va, t'es à l'aise? D'accord. Donc si vous faites si vous manipulez du Linux, évidemment, vous avez des dépôts apt, vous avez des dépôts RPM, vous avez des dépôts de ce genre de package, d'accord? Vous avez des dépôts PyPy, etc. Dans le monde Kubernetes, il y a une mécanique de dépôt de méta-package qui s'appelle Helm. Et donc, en fait, le package s'appelle un chart. Et donc, en fait, il y a un type de dépôt qui s'appelle des Helm charts. Voilà. Et donc, en fait, là-dedans, on trouve le package lui-même et le manifeste et embarqué dans ce package, le manifeste qui permet de déployer donc, toute la stack qui est contenue dans ce package. Donc typiquement, vous voulez installer du Spinnaker. Spinnaker, c'est un outil de CI/CD. Vous voulez déployer du Spinnaker. Spinnaker, c'est une stack technique qui s'appuie sur 17 composants techniques différents. Certains sont en cluster, d'autres sont en one-shot, enfin en single instance. Au lieu de pour déployer tout ça, en fait, vous faites helm install Spinnaker. Le truc, il va chercher le package, il se débrouille avec ça. À la fin, vous avez votre architecture microservice avec 17 services qui se sont montés, qui sont interconnectés les uns avec les autres. Ça se fait tout seul. Et vous avez ça versionné, donc vous pouvez faire j'upgrade, je downgrade, etc., etc. Voilà à quoi sert Helm, globalement. T'es d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi, tout le monde? Ouais. Ok, j'ai bien décrit? Super. Et donc, pour aller chercher... Donc, une fois que ce source controller a donc été chercher la source,
c'est se connecter à la source. Ensuite, il y a des outils, il y a des contrôleurs qui permettent d'interpréter ces sources. Et donc, dans ces contrôleurs-là, on a le Customize Controller qui, globalement, va interpréter les sources de type fichier YAML qui sont décrits dans les dépôts Git. Et on a le Helm Controller qui va interpréter les sources de type Helm-chart qui sont dans les dépôts Helm. Une fois que ces contrôleurs ont récupéré et scruté et analysé ces sources de données, les sources de données sont collectées dans les CRD ici, d'accord ? Évidemment, les Helm Release sont stockés ici. Et puis derrière, qu'est-ce que j'oublie ? Donc ici, on a les sources et les customizations qui sont des types de ressources spécifiques à Flux qui sont stockées dans Kubernetes. Je pense qu'on vous expliquera, on va vous expliquer derrière comment ça fonctionne. Et puis c'est tout. J'oublie rien ? Je pense que j'oublie rien. Je vous ai expliqué tout ça. Ah, vous avez vu, on vous fait les choses bien. C'est-à-dire qu'après le schéma, en fait, vous avez toutes les explications. C'est quand même clean. Hein. À partir de là, ouais, donc effectivement, on parle tout de suite de Customize. Ok, très bien. Alors, Customize, vous avez vu ici. Alors, qui ne sait pas ce que c'est que Customize ? D'accord. Il y a des courageux qui lèvent la main, c'est bien. À tout le monde. Alors, Customize, c'est un outil. Alors, vous l'avez vu quand je vous ai fait la description du fichier deployment.yaml. En fait, le deployment.yaml, évidemment, c'est du YAML. Donc, évidemment, c'est imbitable. Évidemment, là-dedans, il y a tout un tas de ressources différentes. Et le truc, c'est que quand on veut factoriser du code à travers du YAML, par exemple, on a, on a des applications. On a 5 applications différentes. Et les 5 applications, on veut qu'elles aient le même nombre de réplicas systématiquement. La question de pouvoir factoriser cette notion de réplica, elle est intéressante. Si on veut, par exemple, avoir un fichier qui décrit une application et on veut qu'il y ait une version, et qu'on veut qu'il y ait un descriptif de cette application en version prod et en version staging, l'une avec exposition de log, l'autre sans exposition de log, l'une avec un réplica, l'autre avec 50 réplicas. Typiquement, on ne va pas vouloir maintenir 2 versions du fichier, en fait. Ce qu'on veut, c'est maintenir une version de fichier commune et ensuite, éventuellement, faire des surcharges sur ces fichiers. Donc, en fait, on veut des mécanismes de factorisation et de distribution, au sens mathématique du terme. Donc, on veut pouvoir faire de la surcharge comme ça, et puis de la capitalisation pour agréger le code et pas avoir des fichiers dans tous les sens. Enfin, il y a déjà suffisamment de fichiers dans tous les sens quand on fait du Kubernetes. Et donc, Customize est un petit outil qui initialement était un outil externe et qui aujourd'hui est entré dans la code base standard de Kubernetes, qui fait exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce Customize, il va aller chercher tout un pool de fichiers YAML, et puis il va il va avoir en gros deux features là-dessus, deux fonctionnalités là-dessus. C'est d'une part aller hydrater les fichiers, éventuellement en allant valoriser des éléments qui seraient variabilisés, d'une part, et d'autre part, des mécanismes de surcharge, d'overhead, à travers différentes bases de fichiers. Donc on va dire, j'ai mon arbre de fichiers YAML de base, et en fait, je veux surcharger ces fichiers avec des fichiers dédiés staging, par exemple, et on peut faire ce genre de choses avec Customize. Je pense que je l'avais expliqué plus rapidement ici. Ouais, et donc, évidemment, une fois qu'on a fait ça, on manipule du Git. Voilà. On manipule du Git. Ce qu'on fait ici, c'est que ces ressources-là donc, sont décrites. Alors, les ressources qu'on a trouvées ici sont analysées par Customize ou par Helm, sont stockées dans les CRD ici. Et ensuite, on va avoir, notre Customize Controller ou notre Helm Controller qui vont remonter sur la Kubernetes API pour décrire des ressources qui vont dégager vers Kubernetes. Et donc, à ce moment-là, c'est Kubernetes qui, à travers sa boucle de réconciliation, va faire le boulot d'orchestration pour monter les déploiements, monter les services, s'assurer que le statut des services est bien en état cible, etc., etc. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Donc, vous voyez, en fait, d'un point de vue mécanique, c'est quelque chose d'assez simple. En fait, on va chercher un dépôt, et globalement, en fait, on a 2-3 pièces mobiles qui servent à scruter ces dépôts, à les cruncher et à les envoyer sous une forme intelligible par la machine à état de Kubernetes. Évidemment, le premier truc à faire, c'est installer Flux. Donc, on va passer par la CLI. Alors,
on a, une petite iconographie. Quand vous voyez ce bonhomme-là, dont je me souviens plus le nom, il s'appelle comment ce mec-là? D'accord, il n'y en a pas un seul qui suit Pokémon, quoi. C'est un dresseur, Non, mais c'est le méchant, lui, il est contre Sacha, là. Ah là 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 là. Bon, alors lui, c'est l'Ops. D'accord, donc lui, c'est le méchant, c'est l'Ops. Voilà. Et puis, on a le deuxième petit bonhomme, donc c'est Sacha, et ce sera le dev. Donc l'équipe Ops, évidemment, elle récupère la CLI Flux, d'accord, et puis, donc on va utiliser la CLI Flux pour installer Flux sur un cluster Kubernetes. Donc pour ça, évidemment, au départ, bon, de toute façon, on est Ops, donc kubectl, on l'a, on ne peut pas déconner non plus. Et donc, en fait, le truc dont on va avoir besoin, c'est que la CLI, à travers la configuration kubectl, va aller se brancher avec le cluster Kubernetes et va l'alimenter avec ce qu'il faut. Donc, évidemment, il a besoin d'une connectivité réseau, de credentials, de connaître le cluster Kubernetes. Donc, en gros, il a besoin d'une config valide. Le deuxième truc qu'il va pouvoir faire, on en parlera après. Donc quand on lance la ligne de commande, le premier truc qu'on fait, c'est un flux check pré, et en fait, ça permet en gros à la ligne de commande de dire « Ok, j'arrive bien à me connecter avec le cluster Kubernetes, voilà dans quel état il est. » Évidemment, on est sur un outil Kubernetes, évidemment, on est sur un outil de la CNCF, donc évidemment, on est sur un outil qui change 60 fois de version en l'espace d'un mois. Et donc, un des trucs très intéressants qu'il fait, c'est de se dire ok, le cluster Kubernetes que j'ai en face de moi, il est bien compatible avec ma propre version, et tout roule à ce niveau-là, on est clean, on va savoir bosser ensemble. Ça, c'est le premier truc, et évidemment, nous, par exemple, depuis le temps qu'on fait cette démo, il y a plusieurs fois où on a fait la démo, et on fait un flux check pré, et ah bah ouais, mais non, on a changé de version, et ça va plus. Donc ça, c'est quand même plutôt intéressant, d'un point de vue entrée en matière. Le deuxième truc que la ligne de commande va faire, c'est qu'elle va aller manipuler le dépôt Git qui va nous servir de source de vérité, parce qu'évidemment, comme Flux s'appuie sur une source de données, qui est un dépôt Git, il faut qu'il puisse un minimum manipuler ce dépôt Git. Donc pour ça, en fait, là, on va demander à la CLI de créer directement un dépôt Git dans GitHub, au sein de notre organisation One Kubernetes. Et donc pour ça, on a besoin de filer à la ligne de commande un token qu'elle va pouvoir utiliser pour aller manipuler GitHub en toute légalité, en toute sécurité. Voilà. Je vous fais voir les slides ou je vous fais voir en direct? Je vous fais voir en direct. Ah, je vais être perdu évidemment parce que je ne suis pas sur mon laptop et que je suis un vieux monsieur qui a besoin de son laptop pour bosser. Tu veux que je le fasse ou pas? Non, ça va aller quand même. GitHub.com, je pense que je vais réussir à... Pendant que tu fais ça, est-ce qu'il y en a qui veulent un cluster Kubernetes du coup pour après? Vous suivez comme ça. Ouais, parce que le rythme va être assez dense comme ça, parce qu'on en a quand même à écouler. Pour les gens qui viennent d'arriver, vous avez ici donc le dépôt, enfin l'organisation Kubernetes, dans lequel vous allez trouver tout le code et les slides qu'on est en train de passer. Donc si vous voulez suivre et si vous voulez recoller un petit peu les morceaux, github.com/one-kubernetes, et ça c'est l'organisation, et le point d'entrée c'est le dépôt qui s'appelle workshop. Et là normalement vous avez le readme.md, les slides, la doc, enfin tout ce qu'il faut pour les codes sources évidemment, tout ce qu'il faut pour suivre. Et si vous voulez suivre les slides, c'est dans gitops.training. Gitops.training. Vous voyez bien là, c'est assez gros. Ouais, mais c'est, gitops.training tout en haut, et là vous avez directement les slides en web. Ok. Donc, alors le premier truc que je vous montre, c'est que déjà dans One Kubernetes, vous voyez, on n'a pas de dépôt. Ah oui, d'accord, t'es pas dans le bon sens. On n'a pas de dépôt qui s'appelle Fleet Infra. Ok, vous voyez, il n'y a pas de dépôt qui s'appelle Fleet Infra. Il y a un dépôt qui s'appelle Demo Fleet Infra, qui est notre dépôt de backup si tout merde au niveau de notre démo. Mais sinon, on n'a pas de dépôt Fleet Infra. Ça, c'est le premier truc qu'on peut voir. Le deuxième truc que je vais vous montrer, c'est qu'on a des teams qui sont préconfigurés. Donc, on a une team qui s'appelle Dev1, une team qui s'appelle Dev2. Je vous ai montré tout à l'heure qu'on avait des teams là-dedans. Et dedans, on a des people. Ok, et voilà. Grosso modo, c'est ça que je voulais vous faire voir là tout de suite. Et donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller créer ici un Personal Access Token. Hop, il est là. Pour donner des droits. Sur le dépôt. faut pas que tu prennes les fine grain, faut que tu prennes les classiques.
Non, reviens en arrière. Previous, restrict access. Non, non, toujours pas. Ben, Ils ont changé? Parce que les classiques tokens, encore il y a 2 jours, ils étaient là. je suis pas au bon endroit. Mais tu crois que je suis pas au bon endroit? Oui, je crois que t'es pas au bon endroit. Je suis pas Je suis sûr. pas au bon endroit? Non, pas une Non, c'est application. pas là. Mais non. Mais non. On sait plus. Attention, on ne sait plus servir de GitHub. Ah. C'est un pat. Ah, pousse tes doigts. Pousse tes doigts. Voilà. Ah, et tu penses tu là. Pousse tes doigts. D'accord. Mais. Clique. Ah, moi, je vais le faire sinon. Non, mais c'est Vas-y. bon. Ben, il y en a un là déjà. Attends, bah, Mais non, ne le dis pas, c'est pas le même. Putain. C'est un autre cluster. Laisse-le. Touche pas. D'habitude, on fait les démos sur mon laptop et donc en fait, je connais mieux les trucs qui sont dedans. Ne touche. Attends. Oui, tu veux ma clé aussi, c'est ça? Ouais, Oui. si tu veux. Toi, je t'ai dit de me laisser faire. Si tu veux. On a du réseau? Oui. Ouais, on a du réseau. Pousse-toi avec tes gros doigts. Tu utilises encore ces trucs-là? Bah, j'utilise ces trucs-là. Attends. Bon, allez, on fait une démo Tadix. Hop. On ne met pas 30 days parce que moi je suis un ops et donc en fait j'aime pas quand c'est trop long. Et puis public repository, non, on fait juste les select repository. Bah non, en fait, il Qu'est-ce faut que qu'on tu mette. fais, Non, mais- attends, il faut qu'on mette all repository. Mais non. Et là, en fait, Arrête de cocher des cases. attends. Je t'ai dit, c'est pas ça, monsieur. Pousse-toi. Je t'ai dit que c'est classique. Mais Le token oui, classique. Voilà. Voilà. Tadix. Il devient sénile avec l'âge. Hein. Donc on met 7 jours, voilà. On met que on a Repo. des repos ici, on lui donne tous les droits en CRUD, puisqu'il va en créer un et le manipuler. On lui donne pas d'autres droits, on génère le token. Et tu veux que je le stocke où mon truc? Où tu veux, dans le passe-papier déjà. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est ton code? Il est ici. VS Hop. Code, Donc là en fait on est dans l'IDE dans lequel on a notre code. Et attends, il est où notre code? C'est dans... Voilà, c'est ici. Ok, hop. Attends, on est sur le MD, mais sur le MD preview. Hop. Je suis vraiment un autiste quand je suis pas sur mon laptop, hein. Je suis désolé, mais... C'est ça les vieux, ils sont habitués à leur environnement de travail. Voilà. Ok, on y est. Donc là, en fait, on vient de créer un token qu'on va utiliser à travers la ligne de commande flux. Ça, on en parlait, on s'en fout. Ouais, alors un truc qui est important, donc... Alors, pourquoi on file des équipes... Enfin, pourquoi on constitue des équipes de dev? C'est parce qu'en fait, on va vous montrer que Flux, c'est filer des droits sur le dépôt Git à des équipes en particulier et certaines autres. Enfin, on peut gérer les droits donc par équipe à travers Flux. Mais en fait, nous, dans notre situation, on ne va pas l'utiliser. C'est juste pour vous montrer que Flux sait faire ce genre de manipulation. Mais en fait, en vrai, on n'en a pas besoin puisque, ben, de par le fait, à pouvoir gérer différentes sources de données, différentes sources de vérité à travers Flux, ça nous permet justement de ne pas avoir à collaborer sur le même dépôt, en fait, éventuellement, mais d'avoir des dépôts isolés par équipe. Donc ça, c'est tout l'avantage en fait du GitOps. Donc vous avez vu ici dans l'IDE hein, que grosso modo, en fait, on a ce que je vous montre, c'est juste un abstract des fichiers qu'on a en dessous, hein, mais ça permet d'être plus rapide pour vous montrer tout ça. Donc en fait, dans la création du dépôt dans GitHub, qu'est-ce qu'on va faire? On va exporter un certain nombre de choses, donc l'orga, le One Kubernetes qu'on va trouver dans github.com, le dépôt qu'on veut créer, Fleet Infra, et puis donc le token qu'on vient de générer, évidemment. Derrière, on va lancer donc la ligne de commande Flux Bootstrap. Vous voyez qu'en termes d'arguments, c'est quand même assez limpide, donc en fait, on va bootstrapper Flux à travers une source de données qu'on trouve dans GitHub. On lui file le owner, donc l'orga, One Kubernetes, le repository, et puis là, en fait, donc, comme je vous le disais à l'instant, on peut lui indiquer des teams qui existeraient déjà dans cet orga et à qui on voudrait donner des autorisations CRUD sur le dépôt en question. La chose qui est importante ici, c'est le path. Le path, c'est l'arborescence qu'il va y avoir dans ce dépôt et qui va nous servir à bootstrapper notre flux.
Donc là, en l'occurrence, en gros, ce qu'on dit à Flux, enfin à la ligne de commande Flux, c'est dans ce dépôt que tu vas nous créer une arborescence cluster myCluster dans laquelle tu vas décrire ta propre installation, enfin l'installation de tes composants côté cluster Kubernetes, c'est-à-dire les différents CRUD, enfin les différents contrôleurs et les différentes ressources type CRD, etc. qu'on a vu sur le schéma de tout à l'heure. Voilà. Ce que ça crée à la fin, c'est ça. Je sais pas si c'est à ce moment-là qu'on fait tourner. Tu veux faire tourner? Faire tourner quoi? Le Flux Bootstrap. Ouais. Allez-y. Vas-y, moi je fais les démos. Ouais, parce que ton clavier, je suis autiste avec ton clavier. Oui, je vois ça. En fait, ça fait 4 ans que je travaille sur iPad et je suis un peu rouillé au niveau des laptops. Alors, donc, on va utiliser ça. Donc pour vous dire, en fait, j'ai déjà un terminal avec déjà les credentials de Cube dans mon terminal. Ah justement, fais voir un peu ce qu'on a comme namespace, etc. Justement. Donc si je vous montre un peu ce qu'on a, ça, hop, on va l'arrêter. Donc en gros, j'ai mon cluster Cube qui tourne. Donc là-dedans, c'est vraiment un cluster Cube de base qui a été créé il y a à peu près 3 heures, vous voyez, 80 minutes, et qui contient uniquement pour l'instant que le Cube System au niveau des pods. Si on regarde au niveau des namespace, get namespace, donc on a les namespaces par défaut, Cube public, Cube System, Cube not list, qui sont ceux par défaut de Cube. Donc le cluster est complètement vierge. Ok. Du coup, si on s'amuse à faire, comme a dit Ludo, un flux check pré avec flux, je vais enlever ça, vous voyez bien, cool. Du coup, on a bien un cluster 1.24.5 GKE600 qui est bien supérieur ou égal à 1.20.6.0 et on va pouvoir commencer à s'amuser à faire ce qu'on veut. Je vais juste sortir d'ici, je vais revenir au niveau de mon orga. Donc là, je suis au niveau de mon orga. Pourquoi? Parce qu'il va vous créer un repo dans l'orga. Et comme moi, c'est dans mon PC, j'aime bien que ça soit bien organisé comme sur GitHub. Donc, je ne vais pas le mettre dans Workshop, puisqu'on va créer la partie Bootstrap. Comme a dit Ludo, toutes les commandes sont sur les slides. Vous avez juste à copier-coller, en gros. Et même, je vais vous montrer un petit peu, on a un autre dossier en Markdown qui reprend les commandes qu'on a sur les slides. Donc du coup, vous avez juste à copier-coller et normalement, ça fonctionne nickel. Et donc ce fichier flux multitenant.md, c'est ça. Grosso modo, si vous le suivez, vous faites le déroulé en synthèse en fait, de tout ce qu'on vous raconte depuis tout à l'heure, jusqu'à la fin du workshop. C'est ça. Et du coup, si vous allez sur GitHub directement, hop. Donc demain, en fait, à la pause café, vous pouvez montrer à vos petits copains, ouais, regarde, en fait, on va monter du GitHub sur Kubernetes Zoo. Si on remonte rapidement, donc OneCube, pardon? Il faut une grande pause café. Ah non, franchement, on peut jouer en un quart. Quand on passe juste les commandes sans se poser de questions, en fait, on peut le jouer en un quart d'heure, quoi. Le truc, ça dépote. Du coup, dans documentation, Flux multitenant, vous avez même les petits boutons copier ici. Donc vous copiez-coller directement sans explication. Donc on va copier nos 3 variables nécessaires. Le GitHub token pour pouvoir que dans un premier temps la commande flux puisse interagir avec le cluster. Le GitHub user, c'est en fait mon repo OneKubernetes qui est une organisation. Et mon organisation OneKubernetes et le GitHub repo qui va être le nom du repo Fleet Infra, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, on a la commande flux bootstrap dont vous a parlé Ludo qui va reprendre les différentes variables. Et si vous avez votre propre compte personnel, moi c'est Laurent Grangeau, vous pouvez rajouter un moment personnel à la fin pour dire à Flux que c'est un repo personnel et du coup pouvoir y accéder. Moi j'ai utilisé une orga parce que je me suis dit dans un concept d'entreprise, c'est mieux d'avoir une organisation. Ludo vous en a parlé rapidement aussi, les moins team égale dev1 et dev2, c'est des équipes qui existent déjà dans Cube. Donc imaginez vous avez dev front, dev back, dev ce que vous voulez. Et en gros ce que ça va faire c'est que ça va donner les droits des permissions de maintainer sur le repo. Et c'est là où on va commencer à avoir vraiment la puissance de GitOps, où on va commencer à pouvoir... je vais laisser mes clusters. On va commencer à avoir la puissance de GitOps, puisqu'on va pouvoir interagir et donner faire des pull requests, etc. entre les devs et les ops. Et on a un outil qui est commun, qui est Git,
comme outil central pour pouvoir interagir avec les autres. Donc là, si vous regardez ce qu'il fait actuellement, donc il fait pas mal de choses. En gros, ce qu'il va faire, c'est que c'est la seule fois où Flux va interagir avec GitHub. Avec tous les guides, je me paume. La Donc, ligne en de gros, commande. C'est la seule et unique fois où la ligne de commande va intervenir avec le dépôt GitHub. Voilà. Donc là, il va créer... Le dépôt GitHub, je veux dire, chez GitHub, pas le dépôt local. Voilà, justement. Là, il va créer le repo chez GitHub. Il va, je vous ai dit, donner les rôles maintainer aux équipes Dev 1 et Dev 2 qui existent déjà dans mon organisation GitHub. Donc il va mettre les droits nécessaires. Et en gros, il va générer les manifestes et les comités dans le repo nouvellement créé qui s'appelle Fleet Infra. D'accord ? Et en gros, il va ensuite interagir avec le cluster Kubernetes. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les credentials de mon kubeconfig local, son passe de travail, pour pouvoir interagir avec le cluster. Moi, ça va, je suis full admin sur le cluster, donc il va pouvoir créer un petit peu tout et n'importe quoi. Si votre contexte, votre kubeconfig local de votre machine, vous n'êtes pas admin sur le cluster, vous n'avez des droits que sur un namespace central, en namespace par exemple Dev1 par exemple, vous n'aurez pas la possibilité d'installer tous les composants nécessaires, et donc du coup il faudra passer par votre ops préféré. Et c'est une aussi des interactions que j'aime bien avec GitOps, puisqu'on vous a vendu pendant des années que DevOps c'était cool, you build it, you run it, you deploy it, you monitor it, vous faites tout en fait en gros. Et on se rend compte en gros dans les entreprises que le DevOps a été implémenté en termes d'outils. Par contre la culture, donc le fameux CALMS de DevOps, la culture, elle a complètement été zappée. Et qu'on a d'un côté toujours les équipes de Dev et d'un autre côté toujours les équipes d'Ops. Et je vais même aller plus loin, si vous demandez à un développeur s'il veut être réveillé à 3h du matin parce qu'il y a un problème sur l'application de prod, je ne pense pas que quelqu'un dira oui, parce que c'est un développeur et c'est un métier d'Ops. Malheureusement, c'est vrai. Et un développeur déjà qui est trop occupé à faire du front-end, du full stack, du back-end, du Node.js, du MongoDB, etc. Si en plus on lui colle Docker Compose, Kubernetes, la CI/CD, il va exploser en vol. Vous confirmez pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, on a toujours les équipes de dev qui font du dev et les équipes d'ops qui font les ops. Et on a toujours ce fameux précaré, entre guillemets, des ops qui disent non, mais moi j'ai accès au cloud, on parle de landing zone, on parle de cluster cube, moi j'ai mes cluster cubes de prod, qui touchent pas. Et du coup, moi je suis là pour le coup, normalement c'est Ludo, l'ops qui devrait le faire, moi je suis plutôt team dev. Et donc là, il m'installe tout le nécessaire sur mon cluster cube pour pouvoir interagir avec tous mes composants. Et donc du coup, il m'a installé les composants dans l'espace Flux System, il m'a généré un secret, donc c'est une clé SSH, hein, vous voyez, clé publique, sur mon cluster cube. Donc il m'a mis le secret, la clé privée dans le cluster cube, la clé publique chez GitHub, et c'est comme ça qu'il peut aller interagir, qu'il peut aller poler directement sur mon repo, GitHub. Je vais y arriver. Donc le secret, générer les manifestes, faire un premier commit, donc C6, B0, etc., etc. Réconcilier tout ça, il a vérifié que tout était bien réconcilié, et tous les composants sont ici, et tout a été installé. Ok. Donc si on va voir maintenant donc le namespace, normalement il en a rajouté un qui est le flux système depuis 3 minutes 38 que je parle. Si on va voir le kubectl get pods-n flux système, vous allez voir qu'il a installé les 4 contrôleurs dont parlait Ludo tout à l'heure, le contrôleur Helm, le contrôleur Customize, le source controller et un quatrième dont on n'a pas parlé, les notifications. On va pouvoir voir les notifications par rapport à Slack, Discord, les mails que vous voulez, s'il y a des installations de fait. D'accord ? Tout ça c'est installé, tout ça c'est configuré. Oui, il y a une question. Non, pas du tout. Tout ça c'est installé et configuré. Et vous allez voir que si on regarde un petit peu mon PC en local, le repo Fleet Infra n'existe pas. Parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait côté GitHub. Et si on va retourner voir mon organisation Wild Kubernetes, on a bien Fleet Infra qui a été updaté il y a 4 minutes, qui est en privé, du coup disponible que pour les personnes qui ont accès. Et dedans, il y a bien mon repo clusters /mycluster /flux system qui va contenir tous les YAML nécessaires pour installer Flux. Tu peux faire voir peut-être la sécu aussi, le fait que les dev 1 et dev 2 ont été rajoutés, les équipes ouais. dev 1 et dev 2 ont été rajoutées. Au niveau de la sécurité, on a bien, au niveau des settings, je parle de la sécurité, au niveau des collaborateurs,
On a bien dev1 et dev2 qui sont en rôle maintainer, donc qui sont capables de faire des pull requests, qui sont capables d'interagir avec le cluster, mais normalement, ils ne sont pas full admin, donc ils ne peuvent pas gérer les issues, etc. Okay. Ça c'est très bien. Si vous faites aussi des protections de branche main, c'est-à-dire que seules certaines personnes peuvent pousser sur la branche main, ça vous oblige les dev1 et dev2 à faire des pull requests, et donc on a à peu près sécurisé, et on va commencer à avoir une vraie interaction sociale entre personnes en disant écoute, moi je t'ai fait une pull request, je t'ai mis en reviewer, est-ce que tu peux me regarder si oui ou non ça correspond à ce que tu veux? Et ça va être bien pour deux choses, ça va être bien non seulement pour les ops, côté ops pour bien revoir si les développeurs n'ont pas fait des bêtises, mais ça va être bien aussi côté sécurité, puisque si la sécurité estime qu'un cluster est full open, ils vont pouvoir implémenter des policies, comme on verra tout à l'heure vers la fin du TP, enfin la fin du workshop, on va implémenter Kyverno. Kyverno, c'est juste un moteur d'implémentation de règles de sécurité au sein du cluster. Donc on va avoir une vraie interaction entre ça. Si on regarde maintenant rapidement ce qui a été poussé, alors je ne vais pas m'amuser à regarder tous les YAML parce que c'est un petit peu trop long. Donc on a le GOTK components.yaml qui va contenir en fait l'installation de Flux. Pourquoi GOTK? Parce que Flux vous laisse renommer à un moment donné Git Ops Toolkit GOTK. D'accord, donc c'est tous les composants. Il va créer des namespaces, il va créer les CRD, les fameux CRD. Il va installer tous ces nécessaires, voilà, il fait plusieurs milliers de lignes, on ne va pas tous les passer. Tous les droits aussi, les service accounts avec les droits, etc. Ça c'est le premier YAML. Le deuxième, le sync, en fait, ça va être, ça commence avec l'un des premiers composants de Flux, en fait. On va définir deux choses, on va définir premièrement un Git repo, qui est en fait le Git repo dans lequel je viens de committer. Donc le github.com/community/fleetinfra. Et dans ce repo-là, on va le référencer dans le deuxième bloc qui est le customization. Okay, et on va lui dire, ok, bah, dans ce repo-là, tu vas m'écouter tout ce qui est dans ./cluster mycluster, donc dans mon cluster, et tout ce que tu vas modifier et ajouter dans ce pass-là, tu vas l'ajouter dans le cluster mycluster. D'accord? Et c'est là où on va pouvoir commencer à jouer avec Flux. On va pouvoir commencer à installer ce que vous voulez. Donc là, ça va être l'application dev1 et l'application dev2 avec Helm. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, on va générer ces YAML-là. Donc, pour recoller avec le schéma de tout à l'heure, cette ressource-là, en fait, elle est utilisée par le source controller. Vous vous souvenez, la boîte qui était à droite du schéma, là, qui permettait d'aller scruter des sources Git. D'accord. Et cette ressource-là, de type customization, elle est utilisée par le customize controller du schéma, vous vous souvenez, qui faisait l'interprétation des fichiers YAML. Et donc, juste pour que vous regardiez bien, Flux vient avec une CLI, Flux, et on a à peu près la même commande que celle de kubectl. Donc si on fait un flux get all, on va voir les deux blocs dont je vous ai parlé, le git repo ici, qui a été défini, ça c'était le premier bloc, et le customization flux system qui était le deuxième bloc, et on voit bien qu'ils sont bien en bonne résolution, C6B0880, qui correspond normalement, si je regarde ici, au numéro de commit, C6B0880. Et donc on a une corrélation entre les commits Git et les fichiers qui ont été poussés. Et si je finis sur le troisième fichier, customization, en gros ce fichier-là va dire, regarde en fait les deux fichiers GOTK components et GOTK sync, et en gros bah, tu vas nous appliquer sur le cluster. Alors ce fichier-là est assez important, on l'a un peu zappé rapidement tout à l'heure, mais c'est vraiment le point d'entrée pour Flux de dire ok, quel fichier je dois aller scruter pour pouvoir les appliquer sur mon cluster. Okay, si j'enlève par exemple GOTK sync, en gros Flux va se partir en sucette parce qu'il ne saura plus quoi faire, il ne saura plus quel repo regarder, il ne saura plus comment faire. Et donc du coup c'est assez important. Donc là on a Flux d'installer sur nos clusters. La première étape. Je continue? Bah écoute, vas-y, ouais. Je t'en prie. Okay. J'interviendrai si besoin. Pas de souci. Donc vous voyez ici que sur l'image on a un mycluster 2. Désolé le son. Vous imaginez que si vous avez plusieurs clusters, vous auriez à chaque fois des myclusters, mycluster 2, mycluster n avec un flux système à l'intérieur. Et vous pourrez gérer, grâce à un seul repo,
plusieurs dizaines, voire centaines, voire peut-être milliers de clusters, puisque chacun aura son propre chemin. Et donc du coup, on pourrait gérer différents composants au fur et à mesure. Ça, c'est un point important. Alors, on est peut-être passé un peu vite parce que vous n'êtes pas encore complètement à l'aise avec Flux, peut-être. Vous vous souvenez, quand on a fait le Flux Bootstrap, je vous ai dit, faites attention, là, il y a le path qui est cluster my cluster, qui va permettre en fait au Flux Bootstrap de savoir où trouver la description de son install. Ça veut donc dire que là, en fait, dans un dépôt qui existe déjà, parce que là, on vous a fait un Flux Bootstrap qui crée le dépôt from scratch. Mais on peut aussi envisager que pour un deuxième cluster, on veut on veut installer Flux sur un deuxième cluster, et on veut le faire à travers l'usage du même dépôt. On peut très bien lui dire, ce deuxième Flux Bootstrap, donc sur ce deuxième cluster, il va aller pointer là-dessus et potentiellement se dire, ce dépôt-là, en fait, cette arborescence-là, contient déjà de la configuration qui va être utilisée par le Flux Bootstrap pour installer son Flux sur son deuxième cluster. D'accord ? Donc en fait, on peut vraiment gérer une flotte de clusters à travers un dépôt Git. Ça, c'est le truc super intéressant. Peut-être accéléré, du coup. Oui. Donc ça, on en a parlé, le GTK-synth.yaml, on ne revient pas dessus, avec les 2 blocs. Le customization, on en a parlé aussi. Et du coup, je vous ai dit que le repo n'était pas sur mon poste en local. Ouais, donc là, le Flux Bootstrap, il a créé le dépôt sur GitHub, mais par contre, il n'a rien créé en local. Contrairement au reste de là, il y a une petite gymnastique intellectuelle, parce que Flux, la CLI Flux, sur Flux Bootstrap, sur la commande Bootstrap, elle n'interagit que avec le dépôt distant. Sur toutes les autres commandes, elle n'interagit que avec le dépôt local. Je vais me haïr, mais bon, c'est pas grave. Ouais, je vois pourquoi. C'est pas grave, je me mettrai mon mot de passe. Du coup, j'ai récupéré le repo en local, donc git clone github.com/kubernetes/fleetinfra. J'ai bien mon fleetinfra ici. Et du coup, je vais m'amuser. Est-ce que je peux m'amuser à faire ça directement? Hop. Et si je fais ça? Codeception, ça marche? On va dire que ça marche. Ok, donc du coup, j'ai récupéré mon repo en local. Et donc là, on va s'amuser à créer et continuer à jouer avec Flux sur ce repo-là. Je vais faire ça, sinon ça fonctionnera. Donc nous, dans notre démo, en fait, on utilise un seul cluster sur lequel on va créer des tenantes. Donc en fait, là, vous êtes dans la version la plus sous stéroïde de l'usage de Flux en termes de manipulation de cluster. Puisque là, en fait, on utilise éventuellement du multi-cluster. Là, on vous fait la démo avec un seul. Dans lequel on va avoir différentes tenantes dans un cluster. Donc en fait, on va avoir un tenant staging et un tenant prod sur le même cluster. C'est ça. Et on pourrait... pourquoi on fait ça? Parce que généralement, avoir plein de clusters, chacun pour chaque application et pour chaque environnement, ça revient très cher. Donc ce qu'on s'amuse à faire, c'est avoir un cluster de prod, un cluster de non-prod. Mais on veut quand même de la sécurité. Je parle avec mon ops préféré, et du coup lui il va me dire ok, bah, je veux bien te filer mon accès à un cluster, par contre je te restreins dans un seul namespace pour pas que tu ailles foutre la grouille sur les applications à côté. Et du coup on va voir ça ensemble, puisqu'on va générer ça avec des tenants. Donc maintenant qu'on a accès à notre cluster, qu'on a Flux installé dessus, comme disait Ludo, on va s'amuser à créer des tenants. Les tenants, c'est quoi? C'est juste des isolations on va dire technique et logique, pour pouvoir s'amuser à avoir plusieurs namespaces différents, et dans chaque namespace, avoir des accès restreints pour pas que le service account, le service qui tourne dans un namespace 1 puisse aller embêter un namespace 2. Comment ça se traduit avec nous? C'est qu'on a 2 devs, dev 1 et dev 2, et pour chaque dev, donc chaque déploiement spécifique, on va avoir un tenant dédié chacun, avec un service account chacun et des droits chacun. Du coup, donc moi j'appelle ça Go, hein. Je l'appelle Go, mais c'est dans Pokémon. Ah ouais, ok. Bon, le dernier Pokémon. Ouais, okay. Pas le premier, mais bon. Le bonhomme là? Le bonhomme, ouais. Okay. Je sais que c'est un truc japonais chelou. Alors une chose importante, c'est que là en fait on vous a fait voir l'install de Flux. Et grosso modo en fait, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur Flux. Ce qu'on va vous montrer maintenant, c'est essentiellement la puissance de Customize. Encore une fois, Flux en fait est un outil philosophiquement très KISS, Keep It Stupid Simple, et donc il s'appuie beaucoup sur les fonctionnalités de Kubernetes, et en particulier Customize,
pour être riche en fonctionnalités. Et donc là, ce qu'on va vous montrer en termes de surcharge de configuration, etc., c'est du pur customize. Vous pouvez le faire même si vous n'utilisez pas Flux. Donc pour le coup, ça peut aussi vous servir même si vous n'utilisez pas Flux. C'est important à savoir parce qu'en fait, on a une démo qui est... Enfin, vous allez voir, la configuration va être assez riche. Mais là, en fait, c'est du pur customize. Après, ce que Flux fait, c'est juste aller les chercher, faire tourner customize pour réconcilier tout ça et balancer ça à Kubernetes. Donc là, pour les questions de rapidité d'édition, on va le faire via la CLI Flux. Donc on va générer des YAML. Vous pouvez très bien les écrire à la main, les copier-coller, les récupérer d'un repo. Par exemple, on a dit, je sais pas moi, il y a le RSSI et l'Ops qui ont travaillé ensemble pour faire un repo Bootstrap. Tu copies-colles ça et tu le poses dans ton repo et ça fonctionne. Mais tout ce qu'on va faire, c'est via la CLI Flux. Vous pouvez très bien l'éditer à la main. On en a parlé, sur MyCluster, on va avoir 2 tenants, donc staging et prod. Sur chaque tenant, on va avoir un namespace dédié et des rollerback dédiés. Par équipe de dev, Donc en fait, on va avoir un namespace dev 1, un namespace dev 2 dans staging et la même chose dans prod. Donc du coup, pour faire ça, on vous l'a dit, on va dans le dossier Plit Infra et on va créer une commande qui s'appelle Flux Customization Tenants. Et donc en gros, ce qu'on va lui dire, c'est crée-moi un tenant et j'aime copier-coller que ça ne marche pas. On va créer un tenant et on va l'exporter dans un fichier YAML. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un tenant dans le namespace Flux System parce qu'on doit le mettre dans le même namespace que Flux. Et on va le... Évidemment, ça ne fonctionne pas. Ah oui, parce qu'il a mal copié-collé de partout. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je reviens sur mon petit copier-coller ici, qui lui fonctionne. Hop. Donc, on va s'amuser à copier-coller. Voilà. J'étais très rapide, mais en gros, ce que ça va générer, ça va générer un fichier tenants.yaml, qu'on va juste vérifier ici, qui est un customize. Et on va lui dire, même principe que tout à l'heure, dans le repo git repo flux system, donc le repo flit infra qu'on a créé dans Flux, tu vas regarder le path tenants/staging et à chaque fois qu'il y aura une modification faite dans tenants.staging, tu me l'appliqueras sur le cluster. D'accord ? Pour l'instant, ce path n'existe pas et on va le créer au fur et à mesure avec la suite des choses. Donc là, on a créé notre premier bootstrap de tenants. Ok. Donc je vous l'ai expliqué, ça contient ce fichier YAML là. Et en gros, tant que je n'ai pas commité dans Git, d'accord, il n'y aura absolument jamais rien qui va être fait sur le cluster, puisque le principe c'est de le faire via Git, c'est du Git Ops, et c'est pas de le faire via la ligne de commande. Donc tant que je Git push pas, ça ne fait rien. Oui. Je sais pas si j'ai le droit. Oui, bien sûr. Du coup, quand tu pushes, donc du coup Flux il scrute. Oui. Il scrute n'importe quelle branche. Alors, non. Si tu regardes le sync ici, à chaque fois vous avez la ref branch main, où en gros, c'était, justement c'est une bonne question, parce que quand GitHub est passé de master à main, on l'a eu évidemment comme erreur, et donc du coup ça marchait plus, oh là là, pourquoi? Et en fait, parce qu'il y a la branche main, et tu peux très bien scruter d'autres branches. La branche prod, la branche... Ou une branche de staging, par exemple, pour ton tenant de staging, et une branche prod pour ta branche, voilà. Pour ton tenant prod, etc. Donc en fait... Avec les PR, du coup, en fait, tu fais une sorte de mise en prod, une fois qu'elle est acceptée. Exactement. Exactement. Ça balance le truc. C'est-à-dire qu'en fait, toute ta mécanique de validation et de collaboration que tu peux embarquer dans Git, tu vas pouvoir la répliquer dans l'injection des ressources dans ton cluster. Enfin, dans ton ou tes clusters. Donc là, pour le coup, c'est vraiment, tu manipules ta cinématique de déploiement à travers ta cinématique Git. Donc ça, c'est super intéressant. Pour être très franc, un des trucs qu'on n'a pas testé, c'est est-ce que si par exemple tu fais un PR étoile dans toutes les branches qui fait PR quelque chose, est-ce qu'il va l'appliquer ou pas? Tu sais, tu veux faire par exemple des PR, regarder les résultats sur un cluster dédié, etc. ou pas. Ça, on n'a pas testé avec Ludo. Ouais, non, effectivement, oui, passer par une branche, oui. Enfin, passer par de multiples branches en tant que source unique. C'est ça que tu veux dire en fait. Ouais, comme on fait en développement. Oui, tout à fait. Du coup, pour l'instant, je ne commit pas. Je committerai à la fin pour faire joli. Et donc là, le principe, ça va être de dire, on va embarquer l'équipe dev 1.
L'équipe Dev1, elle est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que dans son repo, Ludo en a parlé rapidement, on en parle juste après, il va y avoir deux fichiers deployment.yaml et customize.yaml qui en fait va contenir, donc c'est la recette de cuisine pour déployer l'application Dev1. Donc imaginez que l'application Dev1, elle est, l'image Docker de l'application Dev1 est buildée et poussée sur le Docker Hub directement via GitHub Actions. Donc on a choisi GitHub Actions, on aurait pu très bien prendre GitLab, on aurait pu très bien le builder et le pousser en local. Et du coup, à chaque fois qu'on va avoir une nouvelle version de cette image-là, on va avoir le deployment.yaml dans le fichier, dans le repo à modifier. Donc, le but du jeu de l'équipe Dev1, ça va être de créer quoi? Ça va être de créer le tenant Dev1 sur staging, de créer la source GitHub pour l'application Dev1, d'accord? Donc lui dire, je sais pas moi Ludo, tiens, pour une fois on va inverser les rôles. Moi je suis Ops, toi t'es Dev. Donc Ludo, où se trouve ton repo Dev1 que je puisse brancher Flux directement sur ton repo? Bah, c'est dev1 Carapuce, non, c'est pas Carapuce, je me souviens plus comment Aspicote. c'est. Aspicote. C'est dev1 aspicote.app, app, bien évidemment. Ah bah, bravo le développeur, heureusement que je suis là. Je vous ai dit, enfin on vous l'a dit tout à l'heure, le principe c'est que Flux s'appuie énormément sur Customize et le fichier customization.yaml. Donc faites attention aussi, c'est pour ça qu'on a un fichier customization.yaml pour aller dire, je vais le refaire, c'est pour ça qu'on a un fichier customization.yaml dans le repo dev1-aspicote-app pour dire à Flux quel est le fichier à aller chercher. Et le fichier en question, c'est le deployment.yaml. Je vais vous montrer juste après. Et après, on va s'amuser à mettre un patch de l'application Dev1, parce qu'évidemment, les développeurs, ils ont fait n'importe quoi, ils ont mis des répliques à 10, ils n'ont pas mis de service account, ils n'ont pas mis de request et de limit, donc des contraintes de production. Et donc, on va s'amuser à rajouter et à surcharger ces contraintes de production, parce qu'on ne veut pas non plus que le développeur fasse n'importe quoi sur le cluster, et on veut un minimum le sécuriser. Donc, faisons tout ça. Donc, pour créer le tenant, on va, alors je vais re-switcher sur le petit code qui va bien. Donc, on va créer un fichier qui s'appelle tenant/base/dev1. C'est pas un fichier d'ailleurs, c'est un dossier. Et en gros, je vais vous expliquer très rapidement à quoi ça sert. Quand on fait du customize, on a un principe d'overlay. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle comme ça, c'est les termes de customize, qui sera la base par défaut de l'installation, ça peut être tout et n'importe quoi, des YAML, et ensuite on va avoir des overlays à chaque fois qui vont venir surcharger les définitions. Typiquement, si dans la base j'ai un réplica 2.1 qui correspond potentiellement à un seul pod qui est en développement, mais qu'en production j'ai besoin d'un réplica 3 pour avoir un minimum de disponibilité, donc imaginez un pod par nœud, dans mon overlay, donc je vais venir surcharger le nombre de réplicas en disant c'est pas un réplica, c'est 3 réplicas pour qu'en production j'ai le bon nombre de réplicas. Et ça va être applicable à tout n'importe quoi dans le niveau des objets. Si on veut rajouter des requests et des limites par exemple, donc limiter la consommation CPU et RAM des pods. Si on veut rajouter des service accounts, donc limiter aussi le nombre de choses. Et pour ceux qui font du Kubernetes en production, plein de notions de sécurité, les run as, non-root, les groupes ID, etc. Un petit peu comme on faisait à l'époque sur les clusters Linux, où l'Ops préparait un cluster, une machine Linux, où l'Ops préparait une machine Linux en disant du coup, si tu veux déployer son application Java, tu vas la déployer dans tel process, avec tel user, tel droit, pour que si tu pètes tout, en gros, ça ne pète qu'une petite partie de ton cluster. Donc là, ce qu'on s'amuse à faire, et toutes les commandes que je fais, vous faites juste du copier-coller, parce que normalement, on est parti du repo, donc, du dossier fleet-infra, et tout va être fait à partir de ce niveau-là. Donc on a créé notre base dev1. Dans notre base dev1, on va créer un tenant qui s'appelle tenant dev1. Non, je ne veux pas corriger, merci. Et vous allez voir ici qu'on a un fichier airbag.yaml qui en gros va créer notre namespace, donc dev1-ns, d'accord. Le service account associé, ici, qui est dans le namespace dev1. Et un airbag authorization ici, donc un role binding, donc on va s'associer ce service-là à un rôle qui n'est pas encore défini mais qu'on va définir. Et ce role binding-là, c'est merci de m'associer le service account dev1 au role binding qui s'appelle dev1 full access, qui n'existe pas encore.
Donc ça a été créé automatiquement par Flux. Et vous voyez que quand on vous dit, vous pouvez créer automatiquement via du YAML, l'écrire directement, nous on passe par la CLI, parce que c'est plus rapide et c'est mieux. Vous pouvez très bien le faire du gros copier-coller dans un repo de boilerplate par exemple. Donc une fois qu'on a créé nos différents tenants, on va s'amuser à créer le cluster role-dev1.yaml, donc le fameux dev1 full access. Ça c'est très spécifique à Cube. Donc là on va s'amuser à faire tout ça. C'est très spécifique à Cube où en gros on va lui dire dev1 full access, tu auras le droit de faire tout ce que tu veux, donc lister, déployer, créer, supprimer des applications, des répliques assets, des pods, etc. mais que dans cette namespace là. Ok ? Donc là on va commencer à restreindre. La troisième étape, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est aussi de créer une nouvelle source, Git. Et cette nouvelle source Git, elle va pointer sur le repo dev1 aspicot, que je vais préparer aussi pour vous montrer un peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, juste pour reformuler ce que Laurent vient de dire sur la commande juste précédente, en fait, on vient d'isoler le namespace dev1ns, d'accord, à travers le rôle qui va être utilisé par Flux sur cette partie de source contrôle, enfin de source scrutée. Donc on va rajouter notre petit repo dev1 aspicot, non je ne vais toujours pas modifier. Et donc là on a un troisième fichier qui s'appelle seal.yaml qui lui va créer un nouveau git repo et qui sera le git repo applicatif. On voit bien que c'est dev1 aspicot et on va le placer dans le namespace dev1-ns. Comme ça tout sera isolé. Et je reviens au niveau des branches, on a toujours la branche main ici. L'URL c'est bien one-community/dev1-aspicot-app qui contient mon application. Et donc vous voyez, hein, il y a plein de couleurs. Les couleurs c'est juste que tout ce qui est vert c'est pas encore committé dans Git. Au niveau de l'application, Ludo vous a montré tout à l'heure, une partie app qui contient un index.html, un dockerfile, une licence, un readme, et le fameux fichier customization.yaml. Ça veut dire que ici on a créé une source, une référence qui s'appelle un git repo, sauf que tant on lui a juste spécifié l'URL du repo git, mais Flux ne sait pas quoi faire de ce repo git là. Et donc c'est là où le fichier customization.yaml est important, puisque dans ce fichier-là, on va lui dire, eh ben, tu vas me prendre tous les changements du deployment.yaml, mais pas le reste. Qui se trouve en racine du dépôt. Exactement, je vais le montrer juste après. Ici, on l'a fait pour les questions de facilité et rapidité, mais on pourrait très bien imaginer d'avoir un repo à part qui contiendrait que les YAML de déploiement de l'application. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que le deployment.yaml ici, qui se trouve à la racine de l'application, quand il sera modifié, Flux ira le scruter, le récupérer, le réappliquer sur Cluster Cube. Mais si par exemple on s'amuse à modifier le app index.html, Flux il fait rien, parce qu'on lui a dit de rien faire. D'accord ? En vrai, d'ailleurs, on va retrier la création d'un nouveau container, et du coup, ce qui ferait que le deployment.yaml ici, il devrait être modifié, parce que le container sera pas en version 1.0, mais en version 1.1, ou 1.2, ou 1.3. Et moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est qu'on garde cet aspect, donc keep it simple stupid de Cube, mais surtout cette notion de on définit explicitement ce qu'on veut déployer dans Cube. Là où je suis pas trop d'accord avec Helm, c'est un autre débat aussi, parce que Helm c'est un packet manager où on va lui passer plein de valeurs, plein de values.yaml, c'est du templating, je suis pas super fan. Et donc c'est ce côté-là où je sais que c'est la version 1.0 qui est déployée pour l'instant sur mon cluster. Ok, hop, si je reviens sur mon copier-coller. Et ici, on va lui rajouter normalement un customization dans le sync pour lui dire, ok, bah, maintenant que tu m'as référé ce repo git là, d'accord, tu vas aller me scruter du coup le pass, le 21, donc la racine, qui contiendra le customization.yaml, qui contiendra le deployment.yaml. C'est un peu complexe à appréhender dans un premier temps, parce que même nous, on a eu du mal et on a dû faire un schéma. On a un joli schéma à la fin qui vous explique un petit peu tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, ici, on lui force à appliquer le customization avec le service account name qui est dev1. D'accord ? Ce qui fait que déjà ici, on va avoir des restrictions de droit et qu'on va lui dire que tu n'as pas le droit de tourner en tant que cluster admin. Donc du coup, il n'aura des droits que sur le dev1-namespace.
Ok, donc jusque-là, on n'a fait que créer du YAML. Et comme on a créé du YAML, en gros, cette commande ici, elle permet de générer un customization.yaml qui va dire, en gros, applique-moi les 3 fichiers YAML que j'ai créés, le cluster role dev1 YAML, le airbag YAML et le sync.yaml. Là, pour le coup, ça casse pas 3 pattes à un canard. On a fait tout ça. Je vous propose qu'on commit et qu'on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Hop, on va tout committer comme un gros dégueulasse. Onboarding dev1 team. On commit. Et là, Ludo, tu vas me haïr. Mais heureusement, c'est moi. C'est toi qui manipule. Donc c'est mon mot de passe. Et là, visiblement, t'as mouflé en plus. Non, mais c'est parce qu'il... voilà. Non, parce qu'il fait le pull et le push. Exactement. Ouais. Voilà. Donc là, tu saisis 2 fois le mot de passe. Ouais. Non, mais j'aurais pu cliquer sur Always Allow, mais on s'en fiche. Donc là, normalement, là, en fait, vous êtes quand même un petit peu paumé avec les customizations, parce qu'on en a eu plusieurs, etc., etc. Est-ce que tu veux... non, vas-y. Moi, je veux continue. Non, mais continue sur ta foulée, vas-y. Je veux faire tout ce que tu veux. Non, vas-y, sur ta foulée. Donc là, vous voyez que j'ai commité, d'ailleurs, ça continue à défiler à GitHub. Donc j'ai commité il y a 41 secondes le onboarding dev1 team. Okay. Et on va essayer d'aller voir un petit peu ce qui a été fait côté Flux. Donc si on regarde normalement les namespaces qui ont été créés, normalement, et pour l'instant ça va, le namespace n'a pas encore été créé. Okay. Si on va voir ce que se passe dans Flux... pourtant ça devrait, non? Ça devrait. Ça devrait pas? Ah, il y en a qui s'intéressent. Est-ce que quelqu'un trouve que c'est pas normal qu'on n'ait pas encore le namespace dev1? Voilà. Toi, ça devrait committer, hein, t'es d'accord? Voilà. T'es bien, je te paierai après. Non, alors, effectivement, donc la version a bien été récupérée, la 306B9. Sauf qu'il y a un petit message d'erreur, et on a passé un petit peu rapidement dessus. C'est qu'en gros, dans Customization, il nous dit Path not found, tenant staging n'existe pas. En gros, vous vous rappelez la notion de overlay de base et d'overlay de customize. En gros, là, on a créé uniquement que la base, d'accord, mais on n'a pas surchargé. Et en fait, ce qu'on a créé, c'est ici, là. Ouais. Que la base, on n'a pas encore créé. Or, lui, là, qui est la source de compréhension de flux des tenants qu'il a alimentés, il est censé se baser sur tenant/staging. Ok. Donc là, on a fait la configuration de base, mais qui n'est pas la configuration cible que Flux doit aller chercher. C'est ça. Le fameux pass ligne 9 tenant/staging. Et pour lui, ce pass-là, il n'existe pas encore. Et bien donc, on va s'amuser à le créer. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, si tu veux te faire plaisir, n'hésite pas. Donc là, on va créer le tenant staging dev1. Vous voyez que le workshop, il est vachement bien, parce que vous juste copier-coller. Donc là, on va créer un petit patch, et on va juste regarder juste après. Et on va créer le fichier customization.yaml, qui est un petit peu particulier. Donc, qu'est-ce qu'on s'est amusé à créer? Donc, on a le staging qu'on a créé. Alors, localement, hein. Là, on l'a créé localement. Toujours local. Donc là, on a créé... hop. Donc, on a créé un fichier dev1-patch. En gros, ce que ça fait rien. D'accord, c'est un patch qui fait rien. On s'amuse à appliquer un pass qui existe déjà. C'est juste pour que Customize puisse voir qu'il y a quelque chose. Mais on pourrait très bien ici dire les réplicas, les services à compte, les requests et limites, ce que vous voulez. Et derrière, un autre fichier Customization, où là, c'est un petit peu plus complexe et on rentre vraiment dans le cœur de Customize. Où en gros, on va lui dire, ici, c'est un type Customization. Alors si je commence à m'amuser à faire des choses dedans, ça ne va pas aller. Donc c'est un Customization. La ressource de base, elle est dans /base-dev1, d'accord. Et ici, on va avoir la liste des patchs à appliquer. Donc là, pour l'instant, j'en ai qu'un seul, mais vous pouvez très bien imaginer que je pourrais appliquer plusieurs patchs parce que contexte de prod, contexte de sécurité, on a plusieurs choses à faire. Et du coup, normalement, ça devrait fonctionner si on commit. Donc si on reword, en fait, si on redit les choses d'une autre façon, ça veut dire que globalement, je veux bien que tu reviennes sur l'arborescence des fichiers. Ouais. Côté... dans ton idée. Pardon. Tu sais, là. Ouais. Donc en gros, ce que ça dit, c'est le tenant là, Flux, il va chercher cette arborescence là, dans lequel, par convention, il va chercher le fichier customization,
Et ce fichier customization dit, tu m'appliques ce patch-là sur la config de base. Donc en gros, ce que ça dit, c'est la config de staging, c'est la config de base. Ok. Donc normalement, si je commit add patch dev1, si je commit et si je pousse, on va pousser. On est à 2 passwords d'avoir quelque chose qui se déploie. On ne sait pas, peut-être pas. Hein. C'est commité. Allons voir si ça a bien été commité. On rafraîchit. Hop, 18 secondes. Super. Et côté flux, hop, je n'y arrive pas. Côté cube, get ns, -a. Toujours rien. Et côté flux. Donc, côté flux, hop, si j'agrandis un petit peu. No search for the directory. Alors tout à l'heure, j'ai entendu la question. Oui, il y a un petit temps de polling, d'accord, qui est configurable dans les fichiers. Donc je crois que c'est par défaut 5 minutes. On ne va pas attendre 5 minutes parce qu'il va le détecter tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur la révision 306, qui était la révision de tout à l'heure. Si on regarde le commit, là, c'est B69. Donc si on regarde le commit, est-ce qu'il a récupéré le commit? Évidemment, Pas non. encore. B69, si. Suspense. B69 6777, pourquoi? Parce qu'il a vu que c'était un changement non pas dans le flux système, mais dans le repo Git qu'on a fait, donc B69. Et donc là, vous voyez que ready true, applied version main B69, etc. Et donc si on s'amuse à regarder le namespace, normalement, on a bien notre dev1 Oh mon Dieu! qui a été déployé. Exactement, merci. Et si on s'amuse, normalement, si je ne me trompe pas, getpods-n dev1-ns, normalement, on a bien notre dev1 aspicode qui a été appliqué. Et vous voyez qu'entre guillemets, en 10 minutes, j'ai pu appliquer un déploiement d'une application Kubernetes en passant par Git, et tout est complètement tracé. Alors, la chose qui est très intéressante, enfin, ouais. Je veux bien que tu switches sur le slide, Oui. et que tu nous montres le schéma, des, Alors attends, parce que des indirections. tout ça, on vous l'a montré, tout ça, on Ouais. vous l'a montré, tout ça, on vous l'a montré, super. Le sync, on vous l'a montré, customization, on vous l'a montré. Le repo GitHub, on vous l'a montré. Les dev1 base, les staging dev1 customization. Et du coup, tout ça, on vous l'a montré. Oui. Tout ça aussi, ça c'est le deuxième dev1 patch. Voilà. Et voilà, ça c'est le fichier. Donc en fait, petit schéma récapitulatif, parce qu'en fait, là, qui est super simple à comprendre. voilà, En fait. au bout de 50 fichiers YAML, normalement, vous avez lâché l'affaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que au départ, on a un dépôt Fleet Infra qui a été créé par le Flux Bootstrap du début, donc quand on installe Flux. Là-dedans, en fait, on a une arborescence Flux System qui est watchée par Flux, qui contient la configuration de Flux. Ça veut donc dire que quand vous allez avoir un upgrade de Flux à faire, vous allez aller modifier ces fichiers-là. Et l'upgrade va se faire en automatique par convergence, par boucle de réconciliation de Kubernetes. D'accord ? Ensuite, vous avez le tenants.yaml qui est par convention le fichier qui vient être cherché par Flux pour commencer à regarder sa configuration au sens déploiement applicatif. Dans ce tenants.yaml, on dit tu viens nous scruter par convention le fichier customization qui est présent dans cette arborescence tenants/staging. D'accord ? Et donc, il va aller chercher tous les customization.yaml qui sont dans cette sous-arborescence. Dans la branche main, etc. On est d'accord. Dans ce fichier customization, il nous dit, tu appliques ce patch sur cette base-là. Sur la base qui est dans tenant base. Par convention, on vient chercher le fichier customization. Il se trouve que ce fichier customization nous dit, tu agrèges tous ces fichiers-là. Donc, en fait, tu appliques ce patch sur cette agrégation de tous ces fichiers-là. Et il se trouve que dans ces fichiers-là, ce qu'on dit, c'est, tu viens me scruter un dépôt qui est dev1 aspicot, dans lequel, par convention, tu vas trouver un fichier customization. Ce fichier customization, en fait, il référence ce fichier-là. D'accord ? Et donc, voilà comment on a un déploiement applicatif. Ici, ce qui est en rouge, c'est la partie configuration de Flux. En bleu, c'est configuration du cluster en tant que ce que Flux a à scruter pour établir l'état du cluster. Et ici, en fait, on a la partie configuration du déploiement applicatif. La chose qui est intéressante, c'est qu'une fois qu'on a fait toutes les manips, et on a fait majoritairement les manips ici, d'accord ? Une fois que ces manips-là, elles sont faites, quand on veut déployer une nouvelle version de l'application, le dev, il a juste à changer ce fichier-là, dans lequel il va mettre son nouveau numéro de version d'image Docker. OK ?
ou rajouter un service, ou exposer son service sur un autre port, ou c'est à peu près tout ce qu'on va faire là-dedans. Par contre, là où on a une limitation, c'est que par exemple, si on veut changer un réplica, si on veut interagir avec l'état du cluster Kubernetes au sens un peu plus large, bah, c'est ici que ça se passe en fait. D'accord ? C'est dans ce patch, par exemple, que ça se passe. Et ça, en fait, a priori, c'est plutôt à la main des autres. Donc là, pour le coup, en fait, on a une interface qui est assez claire, qui est, si on veut faire l'upgrade de l'application sans vraiment toucher à la footprint en termes de ressources, c'est plutôt ici que ça va se passer. Si on veut commencer à jouer un petit peu avec les propriétés des ressources Kubernetes, c'est plutôt là-dedans que ça va se jouer. Et donc, en fait, il va y avoir une interaction comme ça, qui va être possible à travers des cinématiques Git, comme Laurent le disait. On peut très bien avoir une branche main qui est protégée, et puis des branches qui permettent aux développeurs de venir solliciter l'Ops à travers des pull requests. Je t'en prie. Il y a une question, je crois. Et du coup, pour l'instant, là, tes ressources, c'est le dev qui les gère. Alors, les ressources applicatives, c'est le dev qui les gère à travers le deployment. Donc, en fait, les ressources, c'est le deployment et le service. D'accord ? Et c'est ça qui déploie l'application. Par contre, tout le reste, c'est-à-dire la topologie du namespace dédié à dev1, le fait que ce soit isolé en termes de droit à travers un service account, etc., c'est géré dans la partie bleue, qui était dans la partie tenant, etc. Je te remonte le dev1, le deployment.yaml. C'est vraiment du pur déploiement cube. Le gros avantage, c'est que là, pour le coup, on est vraiment sur le b.a.-ba du cube, c'est-à-dire c'est vraiment le truc, c'est vraiment la démo de base, on fait un kubectl -create machin, c'est-à-dire que le premier dev venu qui sait faire un petit peu de cube à travers un mini-cube ou ce genre de truc, il peut forger son deployment.yaml et puis que ce soit appliqué à travers Flux. Lui, en fait, toute la mécanique de je suis sur un tenant de staging qui vient être surchargé, qui vient surcharger une base, etc., tout ça, le dev, il n'en a pas conscience. Il applique exactement la même chose que s'il est dans son mini-cube sur son laptop ou whatever. Donc en fait, on est vraiment à deux niveaux de compréhension du cluster qui sont complètement différentes. Un niveau très très simple, qui est vraiment, j'expose mes quelques ressources Kubernetes pour mon application côté dev, et un niveau, on va dire, plus je gère ma flotte de clusters, etc., dans la partie bleue côté Ops. Ou sur le schéma des indirections, etc. Donc en fait, là où vous avez pu être perdu un petit peu, en tout cas moi j'ai été un petit peu perdu au début quand j'ai commencé à fabriquer ce truc, ce workshop avec Laurent, c'est sur toutes ces boucles d'indirection, mais ça c'est du pur customize en fait. Donc vous pouvez avoir le même genre de mécanique sans Flux, mais par contre après il faut les appliquer, et là pour le coup Flux présente un gros avantage, c'est que c'est appliqué en automatique à travers un watcher, quoi. Là où on a donc là, ce que je vous disais, c'est que là où on a un petit peu une limite qui est un petit peu embêtante, c'est que là on a une distinction assez claire entre les ressources, on va dire, de topologie de cluster qui sont gérées vraiment strictement dans ce dépôt-là, et a priori ce dépôt-là il est plutôt à la main des ops, et la partie applicative qui est ici. Donc en fait, si on veut augmenter l'empreinte, ou en tout cas la marge de manœuvre des devs, à travers cette mécanique-là, on ne peut pas vraiment le faire. Il y a une mécanique qui permet mieux de le faire, c'est d'utiliser des sources de type, non pas Git, mais de type Helm, parce qu'en fait, dans Helm, on a l'interface du point values. Alors donc, en fait, pour toi, en fait, quand on fabrique des charts Helm, en fait, on embarque tout un tas de fichiers de configuration, et en particulier, on a un qui est important, qui est le values.yaml, qui permet en fait de décrire tous les éléments du package qu'on va vouloir variabiliser et sur lequel on va pouvoir venir injecter de la valorisation, enfin venir hydrater ces variables-là depuis l'extérieur du package. Donc quand tu fais l'installation du package Helm, tu peux venir surcharger ces différentes variables qui sont décrites dans ton values.yaml. Et donc en fait ça démultiplie la surface en fait, la surface de la marge de manœuvre qu'on peut avoir quand on déploie le package. Alors là, pour le coup, vu qu'on est un peu short au niveau... Est-ce que ça vous intéresse? Parce que là, a priori, on est à peu près short au niveau du timing. Alors, la question, c'est, il y a des pizzas, si vous voulez les manger chaudes. Voilà, donc en fait, c'est un peu ça l'histoire au niveau de la logistique. Voilà, on peut encore enchaîner pendant 1h30. Soit on mange les pizzas maintenant et on continue après, soit on continue encore un petit peu et on mange les pizzas après, mais elles seront froides. Enfin, c'est vous qui nous dites. Qu'est-ce que vous préférez? Ça dépend combien de temps il vous reste. 1h30.
Non. En fait, en gros, ce qui nous reste, dans la présentation en elle-même et dans le workshop, ce qui nous resterait dans la présentation, c'est vous montrer la même chose avec Helm, d'accord? Donc une autre mécanique, mais la même chose. Et dans le workshop, ce qui est intéressant, peut-être un petit peu plus rapidement, donc, dans le workshop, donc Dev2 Team, c'était avec Helm, pardon. Donc on a les mêmes manipulations de flux, sauf qu'au lieu de créer des customize, on crée des Helm release. Donc là, tu mets un quart d'heure à expliquer qu'il nous reste un quart d'heure, quoi. C'est ça? Non, t'inquiète pas. Même principe, même mécanique de patch, d'accord? Donc on va pouvoir patcher, par exemple, la version de Helm-Charts. Et donc là où tout à l'heure on faisait des passes // en fait on faisait pas de patch. Ici on peut venir surcharger via le patch la version du chart Helm. Donc ça veut dire qu'en Ops peut aussi interagir par rapport à la version de chart Helm qu'on peut mettre, et encore une fois on peut mettre n'importe quoi. Ce qui était intéressant, mais je pense que on va pas le faire, mais ou alors franchement je pense qu'il y en a pour aller 10 minutes, un quart d'heure pour Kyverno. Ouais, mais 10 minutes, un quart d'heure, les pizzas seront froides. Mais bon. En gros, ce qui est intéressant, c'est que aussi, oui. En gros, ce qui est intéressant, c'est que grâce à Flux, on peut aussi interagir directement avec les clusters. Dans le cadre de Kyverno, je vais jouer Kyverno et ça va être assez rapide, peut-être pas un quart d'heure, mais assez rapide. Donc en fait, tu le joues là sans laisser le choix à quiconque, quoi, en fait. Ouais, vas-y. Ok, d'accord. Ouais. Donc en fait, là, vous prenez un quart d'heure dans la vue pour qu'on vous montre Kyverno. Mais non. Ce qui est intéressant, en fait, avec Flux, c'est que comme tout est basé sur Customize, donc on peut créer des fichiers YAML de customisation. Et ici, on peut très bien dire, donc installe-moi Kyverno, donc un moteur de règles de sécurité, et applique-moi une policy Kyverno qui est ici la policy de dire à chaque fois que tu vas me déployer des fichiers YAML, que ce soit des charts Helm ou des fichiers customization ici, tu vas devoir me spécifier un là c'est une namespace, un service account. Alors, pour expliquer vite fait, en fait, Kyverno, c'est un outil qui va donc aller scruter la machine à état de Kubernetes, vérifier la constitution des ressources, la définition des ressources, et si les ressources telles qu'elles sont définies comme étant l'état cible ne sont pas en conformité avec les règles qui sont embarquées dans Kyverno, Kyverno va les tège, en fait. Kyverno va nous jeter avec un message d'erreur. Grosso modo, c'est ça qui va se passer. Ce qui fait que Kubernetes ne sera pas en mesure, à travers sa boucle de réconciliation, d'appliquer cet état cible. Et donc, en fait, on préserve le cluster d'un état cible qui ne répondrait pas à des règles qui sont définies dans Kyverno. Ok. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que, au-delà du fait que donc toutes les commandes que vous avez sur le workshop vont modifier le tenant pour ajouter une dépendance à Kyverno, vont rajouter les installations de Kyverno et des policies. En fait, ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez très bien imaginer d'avoir une flotte, comme je vous ai dit tout à l'heure, une centaine de milliers de clusters. Donc là, tout est fait dans MyCluster. Hein. Donc si je replie MyCluster, il n'y a que dans Kyverno qui est installé dans MyCluster. Mais vous pouvez très bien imaginer d'avoir des centaines de clusters avec la même version de Kyverno, de Istio, de Prometheus, de whatever. Et ce qui est intéressant, c'est que là où avant, on faisait sur des VM, donc imaginez avoir des centaines de milliers de VM avec la même version de Java installée partout, on va retrouver la même problématique sur les clusters cubes. On va avoir SIO 1.3 sur un cluster, SPI 1.7 sur un autre cluster, Prometheus 3.7 sur un autre cluster. Là, avec Flux, on peut avoir, via les fichiers YAML, une installation de plein de composants différents sur un cluster et pouvoir les gérer et les auditer rapidement via des fichiers YAML. Et à travers la mécanique de patch de Customize, on peut très bien gérer une flotte avec des différenciations. Donc se dire par exemple, mes clusters blue, ils vont prendre la nouvelle version alors que mes clusters green gardent l'ancienne version ou ce genre de choses. C'est ça. Et moi, ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est dans un contexte aussi d'entreprise. D'accord ? C'est les personnes qui viennent vous voir en tant que Ops. Vous n'êtes plus des Ops en disant bah voilà, merci de m'appliquer mon fichier, mon application, quoi que ce soit, et merci, au revoir. Mais vous êtes beaucoup plus, maintenant, ce qui est un petit peu trendy à la mode, des platform engineers. Des platform engineers, tout voilà, à fait. C'est le nouveau mot à la mode qui a remplacé le DevOps engineer, maintenant on fait des plateformes. Et vous pouvez très bien imaginer un catalogue de services à vos utilisateurs, donc vos développeurs, en disant bah, moi je peux vous proposer de l'Istio, du Kyverno,
du Prometheus, du Grafana, d'Elasticsearch, etc. Donc un catalogue de services, et uniquement, je mets des gros guillemets, uniquement en copiant-collant dans des YAML, gérer l'installation des bonnes versions de tout ça via du guide commit. Ce qui fait que, typiquement, vous avez tous la même version de votre Istio, par exemple 1.7 sur tous les clusters, assez simplement. Tu nous montres un petit peu ce que c'est qu'une Kyverno Policy, pour qu'on voit un petit peu l'outil? Ouais. Le type de règles qu'on peut embarquer dans l'outil? Alors rapidement, pour vous montrer un petit peu la policy. Donc en gros ici, j'ai créé une policy, donc Enforce Service Account, qui est en fait une Flux Multi-Tenant Policy, qui va exclure, donc on exclut complètement le namespace Flux System, parce qu'on ne veut pas que Kyverno vienne embêter donc l'installation de Flux en lui-même. On va regarder tous les ressources de type Customization et Helm Release, donc les deux sources dont on vous a parlé tout à l'heure Ludo, et on va lui dire si dans les specs Service Account Name n'existent pas, donc non seulement tu les appliques pas, mais en plus tu vas me sortir un petit message de type .spec.serviceaccountName is required. D'accord? Donc ça c'est un exemple de règle de type Service Account Name. Et j'en ai une deuxième règle de type Customization Source Ref Namespace, où entre guillemets je veux que les source ref namespace de l'application et de mon staging, enfin de mon tenant, pardon, soient les mêmes pour pas non plus qu'on puisse installer à droite à gauche. Normalement avec Flux c'est pas possible, mais pour que tout ça soit plus homogène, pardon, pas hétérogène, homogène. Et donc on va appliquer la règle sur les customization, on va regarder les specs.sourceref.namespace, et sur les types Helm Release, où là on va regarder les spec.chart.spec.sourceref.namespace. Donc deux choses différentes, mais pour avoir le même message d'erreur de type must be the same as metadata.namespace, must be the same as metadata.namespace. Tout ça, pendant que, quand vous parliez tout à l'heure, je l'ai directement appliqué et committé dans Git. Donc si on fait un flux get all, normalement, on devrait avoir tout qui est appliqué, donc les Kyverno policies, et si on regarde du côté du cluster, donc si on regarde tous les pods, j'ai bien mon Kyverno ici qui est installé, avec mon pod Kyverno qui tourne, et qui m'empêchera dans le futur de pousser soit des charts Helm, soit des customizations qui n'ont ni service account, ni namespace corrélés. Et à la fin du workshop, on fait la même chose avec une stack Prometheus. Donc là, on installe du full Prometheus, des Grafana dashboards, et on a des jolis dashboards qui s'affichent avec tous les métriques de nos applications. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, des choses à ajouter? Avant que les pizzas soient complètement froides. Moi j'en ai une petite. Oui. On va me derrière du coup. Vu qu'il y a j'ai l'impression une forte corrélation entre le hash de commit et la mécanique interne de Flux. Si je commence à jouer avec du rebase et tout ça, et à jouer dans mes historiques de commit, ça se passe bien toujours, ou il commence à me haïr parce que... par exemple, je fais un git rebase et je supprime un commit. Donc, du coup, ce commit-là va plus exister dans mon historique. Et quand tu montrais les historiques... Bah ouais, en fait, il va aller voir ta tête de lecture en master head, et donc en fait, il va récupérer ton ancien commit et le réappliquer, si tu en supprimes un. Alors, faut pas. Puisque en gros, évidemment, il vient toujours chercher, la référence qu'il vient chercher, tu as vu, tu n'indiques pas de référence, tu indiques juste la branche. Donc en fait, il vient chercher la latest de la branche. Donc pour le coup, si ton hash il diffère, il va aller rechercher il va être trigger, puisque ton hash diffère, et il va aller le rechercher. Comme si on avait fait un nouveau commit. C'est ça, exactement. On vient de faire n'importe quoi. Le commit ID. Tu peux pas forcer le commit ID, je pense pas, parce que sinon ça a plus de sens en fait. Ça veut dire que tu statifies, tu rends ton flux complètement statique. C'est-à-dire pour faire du rollback sur 2-3 versions en arrière. Pour faire du rollback, tu fais du fast forward avec Git, ou tu fais du Git rebase avec du effacement de disto. Moi personnellement, je préfère le fast forward en mode je fais du copier-coller de 3 historiques en arrière et je crée un nouveau commit. Parce que ça te force à dire je fais un rollback avec ça, mais c'est tracé. Là où l'effacement d'historique, tu fais en fait ça n'existait pas. Et je suis pas super fan. Côté traçabilité et auditabilité de la solution, elle n'est pas top. Par contre, évidemment, dans la partie branche, en fait, ce que tu lui indiques, c'est une ref. Donc ça peut être un tag.
Donc potentiellement, tu peux faire évoluer ton tag, par exemple. Mais là, pour le coup, en fait, tu perds le côté immutable. Immuable en français, de ton commit de hash ou de ton statut, en fait. C'est-à-dire que quelque part, tu perds ta traçabilité côté Git de ce qui a été appliqué dans Kubernetes. Donc là, pour le coup, tu perds un peu en traçabilité. Par contre, tu gagnes en souplesse, puisqu'en gros, tu réappliques ton tag ailleurs, tu réappliques ton tag sur un nouveau hash, et pour le coup, tu as ton upgrade à pas cher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas sûr d'avoir été clair, enfin, d'avoir été précis. D'autres questions, du coup? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? On vous remercie beaucoup. Merci à vous. Alors si, moi j'ai une question, en fait. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un rôti? On fera après, est-ce que... Non, on le fait tout de suite. Voilà. Le rôti, c'est un truc en agile, en méthodologie agile. Ça veut dire retour sur le temps d'une main. Cette main est munie de 5 doigts. Si vous n'avez pas 5 doigts à cette main-là, vous changez de main. Parce qu'on a besoin des 5 doigts. Et donc, en fait, à 3, je compte 1, 2, 3. À 3, vous dressez votre main avec un nombre de doigts dressés. Et donc, en gros, si vous mettez 1, c'est que vraiment, vous avez perdu votre temps. Santa Barbara à la télé, c'était mieux. Et pourtant, ça a 30 ans. Et si vous levez 5 doigts, globalement, en fait, je vous attends à la sortie pour une déclaration en mariage. Enfin, on s'arrange, quoi. Je parle aussi aux garçons, hein, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. Donc, en gros, le principe, c'est 1, c'était nul et vous avez perdu votre temps. 5, c'était the place to be et vraiment, vous vouliez être nulle part ailleurs et ça valait le coup. D'accord? Je compte jusqu'à 3 et vous votez en votre âme et conscience. Évidemment, c'est pour nous savoir ce que valait ce talk. Pour nous. Hein. Pardon? C'est ça. 1, 2, et évidemment, vous ne regardez pas le petit copain, vous dressez tous la main à 3, parce que sinon, on ne sait pas à 3,5, c'est pas à 4. Hein, 1, 2, 3. Cool, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parce que je suis déjà engagée, sinon j'aurais mis 5. Bah, Ah, on peut maintenant, du coup. merci à vous. Et donc, pour ceux qui sont arrivés, je veux bien que tu remets les références, s'il te plaît, pour ceux qui sont arrivés en retard. Comme ça, ceux qui sont arrivés en retard, vous pouvez le rejouer chez vous, vous pouvez regarder les docs chez vous, etc. N'hésitez pas, tout est dispo sur GitHub. Je te remettrai à partager sur le site. Bien sûr, avec plaisir. N'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention et merci d'être venu, d'avoir pris le courage de venir un soir d'hiver pour nous écouter. Merci à eux. Parce que c'était quand même du YAML, c'était un peu chiant, quoi. On va pas se mentir, YAML, c'est pas ce qu'il y a de mieux.